Bonjour. Eh bien, c'est avec un grand plaisir que nous ouvrons aujourd'hui la 3e journée des échanges internationaux concernant la théorie de la musique et l'interprétation, la performance, après un certain nombre de conférences qui ont déjà eu lieu. Vous pourrez voir sur le site dont l'adresse figure ici, IEMTP, la composition actuelle de l'équipe de ce centre international, donc, qui est piloté avec beaucoup d'efficacité par Zelia Schwecke, que je remercie encore de son dévouement. Donc quelques partenaires, un conseil scientifique, et j'aimerais rapidement vous rappeler ce que nous avons déjà fait et peut-être ce que nous espérons faire aussi. Donc la première journée a eu lieu à Paris en 2010. Et comme vous le voyez, nous avions eu la visite de John Rink, qui actuellement pilote un centre sur lequel je reviendrai, mais également des intervenants de pays divers, sur des sujets divers, mais qui tendent à l'intérieur de ce groupe à se focaliser sur la musique de chambre instrumentale, enfin musique de chambre instrumentale et vocale. Comme vous le voyez, en 2010, il y avait eu un exposé concernant la mélodie française, en particulier Forêt, sur lequel nous allons revenir aujourd'hui. La deuxième journée a eu lieu au Portugal, à l'université d'Evora, et là c'était Zelia Schwecke et Anna Telles, qui est une ancienne d'ici, qui a fait sa thèse à Paris-Sorbonne, qui pilotaient cet ensemble. Nous sommes allés davantage vers une théorie sémantique existentielle qui est celle d'Eero Tarasti. Et Anna Telles a présenté en particulier le programme qu'elle mène actuellement avec Olivera, qui d'ailleurs écrit de la musique pour elle, sur ce geste instrumental, en l'occurrence aujourd'hui d'ailleurs avec dispositif électronique. Du jazz donc à Schoenberg, en passant par la pédagogie du piano, là encore les thèmes étaient très variés, mais toujours à peu près dans les mêmes, sur la base des mêmes musiques. Alors, comme vous le savez, il existe en Angleterre un centre que nous n'avons pas encore à la Sorbonne, qui s'appelait Charm et qui maintenant est le centre d'interprétation musicale considéré comme pratique créative, donc à Cambridge, dirigé maintenant par John Rink, qui avait fait chez nous un exposé en 2010 sur les mazurkas de Chopin, sur ce programme qu'il développe, d'ailleurs sur ces outils qu'il développe, qu'on appelle le projet Mazurka, alors que Charm passe beaucoup aussi par un logiciel sonique qu'un certain nombre de nos chercheurs, d'ailleurs, ont maintenant adopté, et qu'il développe assez souvent avec un ingénieur de l'IRCAM. Éventuellement, nous y reviendrons. J'espère d'ailleurs que ces travaux vont trouver une très prochaine publication. Donc à l'IRCAM, dans l'unité mixte de recherche UMR 9912, il y a aussi un programme d'analyse des pratiques musicales dont est responsable Nicolas Donin, mais qui pour l'instant ne suit pas exactement les mêmes orientations. Vous trouverez ça aussi sur le site de l'IRCAM. Alors, en 2010, j'avais essayé de faire un bilan sur le début du XXe siècle. Certes, il y aurait beaucoup de travaux à ajouter aujourd'hui, dans deux directions. La première, c'est celle du volume qui a été rédigé en l'honneur d'Hermann Danuser, de l'Université de Berlin, et qui, à propos du terme interprétation, va beaucoup plus vers l'interprétation comme herméneutique. Mais on aura sans doute l'occasion d'y venir. Est-ce qu'on peut faire une impasse sur cette dimension-là ? Et l'autre volume, ce sont les actes du 6e Congrès européen d'analyse musicale qui ont été édités par notre collègue de Rennes, Marie-Noëlle Masson, et dont le détail présente un certain nombre d'articles qui peuvent nous intéresser, notamment celui de Marie-Noëlle Masson, qui est une bonne sémiologue de la musique,
Xavier Hacher, notre collègue de Strasbourg, a rédigé un article qui me semble aussi très intéressant parce qu'il y pose ce problème des échelles sur lequel on est obligé de revenir très souvent, hein, et que maintenant on utilise bien davantage en analyse. Nathalie Ruget est docteure en musicologie, mais aussi interprète. Et comme elle a consacré ses travaux à Nono, je pense que c'est aussi un article qui peut être riche en apports. Et de même, cet article de Christine Esclapé qui compare l'interprétation d'un chef d'orchestre à celle d'un pianiste autour d'une même partition, ce qui permet de soulever des problèmes comparatifs extrêmement intéressants. Alors, parmi les thèses françaises, moi j'attirerais volontiers votre attention sur la thèse de Grégory Beller, qui a l'avantage d'être téléchargeable, hein, sur archives ouvertes, et qui vient d'ailleurs d'être édité à Sarrebruck. C'est le problème de l'expressivité qui est tout à fait fondamental. Il y a eu d'ailleurs ces dernières années, en France et ailleurs, un certain nombre de travaux sur l'expression, alors que depuis Mathis Lucy, ce théoricien suisse, hein, qui avait écrit au XIXe siècle, on avait en tout cas chez nous assez peu travaillé dans ce domaine-là. Et puis un autre sujet qui est là fort à la mode aussi dans le monde entier, hein, c'est la question du geste et du corps. Et on a eu en 2010 donc une thèse à Nanterre sur le problème du corps et de l'interprétation, qui touche le piano, hein, cet instrument qui est quand même favori dans notre milieu, il faut le dire. Et c'est une thèse, alors un peu moins accessible malheureusement que l'autre, mais que l'on peut consulter ou faire venir de Paris 10, hein, où elle est déposée. Je pense aussi qu'il y a dans les écrits des interprètes... si je vais trop vite, ne vous faites pas de soucis, le PowerPoint sera à votre disposition. Je pense qu'il y a aussi dans certains écrits d'interprètes, des écrits récents, des orientations qui pourraient être intéressantes. Alors là, j'ai choisi l'exemple de Jean Guillou, qui est depuis de longues décennies l'organiste de Saint-Eustache, et qui livre à travers ce volume qu'il a intitulé très récemment « La musique et le geste », un certain nombre de réflexions qui me semblent très intéressante. Bon, Jean Guillou est un virtuose, hein, des multiclaviers de l'orgue. Il vous improvise des fugues à 4 voix, même à 8 voix, autant que vous en voulez. Hein. C'est non seulement un acrobate des claviers, mais c'est un excellent musicien. Et il revient sur cette question du vitalisme. Vous savez qu'on a parlé de vitalisme à propos de Bergson. Bon, Gilles Deleuze en a parlé autrement. C'est cette question de force vitale. Certains théoriciens sont revenus sur la question d'énergie. Et là, ça va de Sadaï jusqu'aux recherches de l'Université de Toulouse, édité chez l'Harmattan. En réalité, dans d'autres groupes, on tourne aussi autour de ces questions, et je pense à l'effet de vie publié par Marc-Mathieu Munch, le neveu de Charles Munch, hein, le neveu du chef d'orchestre, sous l'intitulé L'effet de vie, et qui avait consisté à comparer des centaines et des centaines d'arts poétiques dans toutes les langues et dans tous les lieux, qui lui avait permis de montrer que le premier conseil que les poètes donnaient aux jeunes créateurs, c'était de produire un effet de vie. Or, cet effet de vie et les corollaires que Marc-Mathieu Munch a sortis de son immense corpus, ces corollaires qui sont la plurivalence de l'œuvre, hein, l'ouverture indispensable de l'œuvre, la notion de cohérence qui est tout aussi bien chez les théoriciens allemands du XIXe siècle, hein, comme l'a montré la thèse de Marc Rigaudière, qui avait dirigé notre collègue, et le jeu au sens de hasard. En fait, beaucoup de théoriciens l'ont montré aussi, il y a toujours un côté ludique dans l'art. Alors nous avons fait à la suite de cette publication de Munch, et avec lui un certain nombre donc, de journées de recherche qui étaient pilotées par Véronique Alexandre Journeau. Tout d'abord l'application de l'effet de vie à la musique, ensuite la notion de cohérence, et puis ce qu'on n'a pas osé appeler le jeu, qu'on a appelé le surgissement créateur, mais qui touchait au jeu, au hasard, à l'inconscient. Le volume a d'ailleurs été primé par la critique.
Et Véronique Journeau continue aujourd'hui, à travers le réseau Asie, dans un ensemble de séminaires qu'elle intitule Langage artistique Orient-Occident. Vous voyez, ça fait tout un faisceau de recherche qui tourne autour de quelque chose qui va de l'énergie au vitalisme. Alors vitalisme dans toutes ses acceptions, parce que tout ça est très divers. En passant par cet effet de vie qu'on a souvent du mal à cerner, mais dont tout le monde, je crois, s'approche. Alors, durant cette 3e journée, moi, ce que j'ai beaucoup vu dans le programme, ce sont les notions d'émotion, en particulier de recherche de psychologie cognitive, et le fait qu'on va peut-être un peu plus vers la musique vocale que dans les autres journées. Alors, je ne vais pas rappeler l'erreur de Descartes d'Amasio, qui a eu en France un succès presque immodéré, puisqu'on est à la 5e édition, ce qui est rare pour un texte de ce type-là. Donc, je ne reviens pas sur le fait que je crois qu'il est maintenant indiscutable qu'on ne peut pas dissocier la raison des émotions, et que la musique est vraisemblablement un art de choix pour étudier tout cela. Alors, je sais que notre éminente collègue va vous parler tout à l'heure de Léonard Meyer. Moi, je retiens beaucoup la traduction aussi émotion et signification en musique. Signification qui est un terme que Jean-Jacques Nattier aime bien, puisqu'il le reprend encore dans l'encyclopédie pour le XXIe siècle, en présentant la signification comme un des paramètres de la musique. Personnellement, en tant qu'ancienne linguiste, en français, j'aime vraiment beaucoup faire la différence. Et je pense que en musique, c'est tellement important de parler du sens. En fait, la signification, pensez-y, c'est attaché au titre, au texte littéraire, au programme extra-musical, au code crypté, Bach, Schumann, tout ce que vous voulez, à des notions d'imitation, puisque la musique n'est pas liée à un signifiant dans sa signification, mais relève du sens tout ce qui est beaucoup plus large, qui relèverait du culturel, du gestuel, du littéraire, du musical bien sûr aussi. Il y a une grammaire dont on peut tirer des effets de signification peut-être, mais de sens sûrement, de symbolique, de visuel. Et je ne vais pas jusqu'à cette notion de signifiance qui ne date pas de Barthes, qui est antérieure à Barthes, mais dont Barthes a assuré la célébrité et qui permet certes encore une notion d'ouverture beaucoup plus grande, de sédimentation de sens et surtout une porte large ouverte vers l'émotion, bien davantage encore, et tout ça, à l'époque de Belvéniste, de Barthes, il y a déjà plusieurs décennies. Une petite expérience à propos du titre. Il est vrai que si on regarde ce tableau de Magritte, on peut avoir beaucoup d'idées, exactement, je crois, comme quand on écoute une musique, que ce soit l'art visuel ou l'art sonore, tout ça est très riche de signification. Mais c'est vrai aussi que si on pense au titre, la reproduction interdite, immédiatement, le sens, la signification d'abord et le sens sont focalisés, certes, enrichis. De toute façon, on ne peut pas dire que le titre soit indifférent. Et je crois qu'il en va naturellement même en musique. Pour faire un lien avec la dernière communication qu'on entendra ce soir, celle d'Isaac Schwecke, dont le résumé m'a beaucoup intéressée, et Zélia, excusez-moi Zélia, mais Zélia est tellement présente qu'on ne parlera que d'elle aujourd'hui. Vous, évidemment, vous repréciserez tout ça, mais il me semble que les échanges entre interprètes se font beaucoup à travers une signification et ce qu'on appelle un métalangage, un argot. Le clavier, les dénominations des intervalles, des harmonies, etc. En fait, c'est une phase d'élaboration technique qui s'accompagne d'un vocabulaire technique. Donc, on entendrait là, par interprétation, réalisation sonore. Et ma question, c'est quel rapport avec l'imitation ? Quel rapport avec l'imitation ? En revanche, le sens pour le récepteur, puisque je mets entre parenthèses le fait que la musique n'a qu'une signification superficielle. Le sens pour le récepteur, notamment le récepteur non expert, se forge généralement par image,
puisqu'il domine mal le vocabulaire technique. Donc effectivement, on sait qu'il a beaucoup recours aux métaphores. Et là, l'interprétation est évidemment beaucoup plus une herméneutique. Une herméneutique qui très souvent, d'ailleurs, passe à côté de ce qu'un certain nombre de chercheurs, là je vous présente par exemple ce que dans le cadre de ATIAM, qui était autrefois un DEA, et qui est maintenant le premier palier de la recherche à l'université Paris 6, ils ont récemment prouvé, je crois, que dans l'analyse de la qualité vocale, ces questions-là étaient tout à fait prédominantes, à la fois pour le son, si vous voulez, par le nombre de recherches qui avaient été faites, et aussi par l'expression qu'en avaient les spécialistes. En réalité, vous remarquerez que quand on parle de la voix, quand un auditeur non expert parle de la voix, il est assez rarement question de toutes ces questions-là. Peut-être l'ornementation, et encore. Je reviens à la question que j'ai posée tout à l'heure à travers Catherine Kinstler, dont un article publié dans Déméter en 2002 m'avait beaucoup interpellée. Pourquoi survalorisons-nous l'interprétation en musique? Et elle partait d'un double exemple, le modèle alphabétique, autrement dit le déchiffrage, ce que j'avais tendance tout à l'heure à appeler l'imitation. On est au plus près d'un modèle, à savoir une partition qu'on essaye de réaliser. Et puis l'interprétation de Glenn Gould, qui est une interprétation qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, extériorité, dans le cas de Glenn Gould, est-ce que que représente exactement cette extériorité? On peut parler d'aliénation de plusieurs points de vue, aliénation par rapport au texte, aliénation par rapport à l'auditeur, parce que l'interprète peut vous emmener bien loin de la volonté du compositeur. C'est dire que dans la survalorisation de l'interprétation musicale, parce qu'elle existe, prenez le cas de la chanson. Est-ce que vous savez qui sont les auteurs des chansons? On ne voit que l'interprète. Donc il y a toujours, et je crois qu'il y aura toujours, c'est bien la preuve aussi que l'effet de vie est prédominant. Ce qu'on voit avant tout, c'est ce qui vit devant vous, c'est-à-dire l'interprète. Donc, pourquoi survalorisons-nous l'interprétation en musique? Vous voyez que mon intention est de poser beaucoup de questions et je laisserai à Zélia le soin de conclure en fin de journée. Il est sûr que la musique n'est pas présentative. La musique, je veux dire, n'est pas représentative. Elle est présentative, elle n'est pas dénotative. Mais qu'en est-il de l'interprétation? Est-ce que l'interprétation, en fait, n'est pas dénotative et n'est pas justement représentative? Et par là même, si vous voulez, on voit que le fossé par rapport à la partition se creuse encore davantage entre l'interprète et le niveau de réception qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est souvent assez pauvre dans son expression. Vous savez que ces temps derniers, en France et ailleurs, je pense aux travaux d'Isabelle Perretz, qui ont été souvent retraduits en France, on a beaucoup travaillé sur le cerveau, on a beaucoup vu à travers les neuropsychologues aussi cette question de la mémoire. Je crois que pour tous ces savants, les musiciens sont toujours fascinants, du moins c'est ce qu'ils disent. Parce que quand on pense au nombre d'informations que nous envoie une partition orchestrale, ou que doit gérer un pianiste qui joue une œuvre, même simple, on peut comprendre que les musiciens soient un modèle passionnant pour tous ces chercheurs. Je pense aussi à ce que disait Richter: je suis affligé d'une mémoire terrifiante, non sélective et qui me torture. C'est une déclaration, je crois, très intéressante. Les travaux d'un collègue proche, puisque maintenant nous sommes liés à l'université de Paris 6, m'intéressent beaucoup. C'est ce que Lionel Nakache a montré récemment, alors dans un autre ouvrage qui a été un succès de librairie, Le Nouvel Inconscient, où il a montré que Freud était resté finalement au seuil de l'inconscient et que ce qu'avaient révélé toutes les recherches des neurologues récemment, c'était que l'inconscient cohabitait avec le conscient, que beaucoup de nos processus cognitifs étaient en fait inconscients, ce que nos grands-mères savaient déjà quand elles mettaient un magnétophone à côté de l'oreiller du petit pour qu'il apprenne plus facilement ses leçons, ou une langue étrangère.
que nous percevons très évidemment d'abord de façon inconsciente et que tout ça vient à la conscience ensuite. Un second volume, enfin qui n'est pas le second, qui est le suivant, disons, de Lionel Nakache, Perdons-nous connaissance, et qui consiste à faire une grande différence entre l'information et la connaissance, et qu'à une époque où on est bombardé d'informations, peut-être on est sur le point de perdre connaissance. Donc pour lui, la connaissance, c'est la métabolisation de toutes ces informations par le moi, par le je, par le sujet. D'ailleurs, Nakache parle toujours, c'est la conclusion de son volume de 2006, des fictions, de nos fictions. Lui, il dit toujours qu'on passe notre vie à se raconter des histoires. Alors, à l'appui, il cite, puisqu'il est médecin, et à la fois, il est chercheur, il travaille à la Pitié-Salpêtrière, il raconte souvent l'histoire de nombreux patients qui ont montré que, effectivement, tout passe par des histoires. Donc, il y a une part de fiction dans toute connaissance. Bon, c'est ce qui peut rendre intéressant, d'ailleurs, toutes les études qui sont faites sur la narratologie musicale aussi. Il explique bien pourquoi notre sujet, notre moi, est toujours tapi dans l'ombre, et que tant que nous n'avons pas fait passer ces connaissances par notre moi, par notre je, dit-il, et je crois qu'il joue beaucoup d'ailleurs sur je et sur je, ça reste de l'information. Et de la même façon, quand une connaissance scientifique est déjà très vieille, et que très lointaine, si vous voulez, à ce moment-là, elle a perdu sa charge émotive, elle a perdu sa charge subjective, et c'est une sorte de connaissance morte. Alors je crois que pour la musique, et appliquée à la musique, d'ailleurs on a l'intention de se rapprocher de cette unité de recherche-là, pour tirer une part de ces connaissances vers la musique. Appliqué à la musique, tout ça devrait être passionnant, en particulier si on l'applique à l'interprétation. Et moi, j'ajouterais que je mettrais volontiers, avec tous les paramètres musicaux, tous les ingrédients qui composent en général notre théorie de la musique, ces types de gestes, si vous voulez, qui ont été mis en évidence par le groupe de Marseille. Parce qu'il est évident que dans tout ça, il y a des questions obsessionnelles, des questions de vagues. Vous savez que certains chercheurs ont montré que ce mouvement maritime était tout à fait fondamental dans nos gestes artistiques. Le fait de tourner, le fait de démarrer, le fait de penser début, milieu, fin, ce que quelqu'un comme Assafiev a bien montré en ce qui concerne la musique. Mais je pense que si on ne veut pas faire de l'analyse à la façon de ce groupe-là, ce qui est assez rejeté, il faut le dire, dans nos établissements, en revanche, il faudrait peut-être prendre en compte ces mouvements, et pas seulement la façon de dire, oui, il y a un corps, il y a de l'énergie, il y a du vitalisme. Voilà, c'est tout le plaisir que je vous souhaite. Je vous recommande de chercher des réponses à toutes ces questions, et je vous écouterai avec grand plaisir. Merci.